Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle émission sur Impact TV. L'émission s'appelle « À la découverte du monde associatif ». Le Burkina Faso s'est doté de la SCAD, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Et dans ce référentiel, il est clairement inscrit que la santé fait partie des secteurs prioritaires. Le gouvernement montre là toute l'importance qu'il accorde à ce volet. Les efforts de l'exécutif et de ses partenaires sont parfois annihilés par des pratiques peu orthodoxes. Des agents véreux se sucrent sur le dos d'honnêtes citoyens au mépris des textes, ce qui pose la problématique de la gouvernance dans ce secteur stratégique. Un projet a vu le jour, il s'agit d'une recherche-action sur la pertinence d'un SVI, un serveur vocal interactif gratuit pour améliorer cette gouvernance en matière de santé. Et pour ce faire, nous recevons sur ce plateau M. Patrice Sanon, qui est le secrétaire exécutif de l'OTSAD, l'Organisation pour le droit à la santé et au développement, et Mademoiselle Estelle Chombiano, qui est chargée de communication de OTSAD. À signaler que OTSAD est un des partenaires de ce projet-là. Alors, quelle est la problématique, M. Sanon? La problématique qui se dégage quand on parle aujourd'hui de gouvernance en matière de santé dans un pays comme le Burkina Faso. Merci beaucoup. Je pense qu'à travers ces projets-là, nous essayons de résoudre un problème global que connaît tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on peut même être personnel de santé, demain on est usager, après-demain on est patient, et après ça peut-être on est accompagnant. Donc on essaie de voir comment, par exemple, on peut contribuer à l'amélioration de l'offre de services dans nos différents services de santé. Voilà, et ce, à travers les TIC, c'est-à-dire les téléphones mobiles. On essaie de voir comment, par exemple, un usager il peut interpeller, il peut poser un problème, il peut donner une solution. Mais par rapport à la gouvernance dans le secteur de la santé, oui. vous estimez, vous êtes allé sur la base d'un postulat qu'il y a beaucoup de problèmes. Oui, on n'est pas sur la base d'un postulat, mais c'est le constat. C'est le constat. C'est le constat. Voilà, il y a beaucoup de documents stratégiques qui l'ont révélé. Et même, il y a eu des enquêtes parlementaires qui ont révélé les difficultés, par exemple, qu'on rencontre dans le domaine de la santé. Les problèmes de gouvernance et tout ça. Et les différents rapports stratégiques des politiques de santé le révèlent souvent les difficultés, par exemple, qui sont rencontrées dans les différents services. Du système de santé. Du système de santé. Et si vous allez vous accompagner, juste une dame pour accoucher dans un service de santé à Ouara ici, vous allez être même être témoin très rapidement des situations, par exemple, de gouvernance dans nos différents services de santé. Donc nous sommes partis de là et nous sommes partis aussi du fait qu'il y a beaucoup de politiques qui le recommandent, telles que la SCAD et ensuite même le plan d'action du ministère de la Santé et tout ça, qui demandent à ce que cette gouvernance soit vraiment une priorité pour qu'on améliore l'offre de services dans les différents services de santé. Mademoiselle Estelle Chombiano, un mot sur ce projet majeur qui vise en tout cas à amener les contribuables, les populations à participer à l'amélioration de la gouvernance dans le domaine de la santé. Ok, je vous remercie. Juste vous rappeler que le projet, c'est une recherche-action. Et comme il a été dit, on est parti d'un constat. Et vraiment, c'est pour pallier un peu à ce manque de gouvernance au Burkina Faso que nous avons initié ce projet. Donc, nous appelons la population à vraiment intervenir. Dans un pays comme le Burkina Faso où les budgets sont limités, où tout est prioritaire, quelle est la présentation que vous faites de ce genre de projet-là? Ce genre de projet qui vise à amener les citoyens à participer justement au développement de l'offre sanitaire et ainsi de suite. Oui, c'est vrai que les budgets sont limités, mais nous disons que la santé, c'est un secteur quand même très prioritaire. Et même, au même titre que l'éducation. Oui, au même titre que l'éducation et tout ça. Donc, je pense qu'il y a eu des engagements qui ont été pris à Abuja où les États devraient investir un certain pourcentage dans les secteurs de la santé. Et le Burkina, bon, quand on lit un peu les rapports des institutions internationales et même du Burkina Faso, bon, il paraît que nous sommes en avance, mais il y a d'autres statistiques qui disent mais vraiment le peu qui est déjà investi, il faut que ce soit utilisé à bon escient. Notre souci, c'est le peu qui est investi, il faut que ce soit vraiment utilisé à bon escient. Il faut qu'on arrive chacun arrive à jouer son rôle. Voilà, comment on appelle ça, le personnel de santé arrive à offrir les services sans être inquiété par quoi que ce soit, arrive à avoir les outils nécessaires, les matériels nécessaires pour pouvoir
par exemple, faire les prestations de services. Vous imaginez être un médecin et on vous envoie un accidenté et vous n'avez même pas de gants pour traiter la personne. Alors que c'est souvent, dans les textes, c'est prévu les kits d'urgence. C'est des choses qui sont disponibles, qui doivent être disponibles. Et l'État a l'obligation, par exemple, de les rendre disponibles pour que chaque usager qui se présente dans une situation arrive à bénéficier quand même des soins. Et quand on prend les usagers aussi, je pense que c'est de leur rôle de revendiquer les droits, de connaître les droits, de les revendiquer et de proposer des solutions. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que la santé, on dise que c'est l'affaire de l'État. C'est vrai que c'est l'affaire de nous tous. Si nous tous nous contribuons, nous posons les problèmes, nous arrivons à discuter, nous arrivons à échanger, nous arrivons à proposer des solutions. Et si on discute de façon unanime, on s'entend sur quelque chose, je pense que ça peut contribuer à l'amélioration, par exemple, du système de santé. Dans le domaine de la gouvernance en matière de santé, ce projet ne vise pas à dire qui est bouc émissaire. Non. Les usagers, les agents de santé, le gouvernement, mais c'est de dire que la responsabilité est partagée. Mademoiselle Kiambiano? Oui, effectivement. Les responsabilités sont partagées. Personne ne doit dire qu'il est bouc émissaire. Mais peut-être plus du côté des agents de santé que des usagers. Non. Tout le monde est concerné au même titre. Et d'autant plus que, à travers notre projet, tout le monde peut appeler. Vous êtes usager, vous êtes personnel de santé, vous êtes concerné par le système de santé, on a besoin de votre avis pour contribuer à l'amélioration du système de santé. Parce que la responsabilité est partagée. Pourquoi? Vous allez trouver qu'il y a des pratiques, par exemple, aujourd'hui malsaines, je m'excuse du terme, qui sont devenues la règle. Des pratiques malsaines qui sont devenues la règle et c'est les pratiques normales qui sont devenues l'exception. Donc vous allez dans un service de santé, la norme, c'est de vous... la norme aujourd'hui, la norme anormale, vous m'excusez. C'est de débourser de l'argent. C'est de débourser de l'argent, de trouver un raccourci pour rencontrer le médecin le plus tôt possible. Voilà. Et parfois, les médecins se retrouvent dans les cliniques. Et parfois, ils abandonnent les hôpitaux publics pour se retrouver dans les cliniques. Et puis bon. Voilà, vous voyez, donc le médecin, vous allez trouver un raccourci. Et dès que vous le rencontrez, vous allez voir encore lui, c'est un circuit pour recruter ses patients, pour les envoyer dans ses cliniques. Après la première consultation, il donne une référence. Bon, écoutez, monsieur, je pense que pour mieux m'occuper de vous, bon, il serait intéressant qu'on se retrouve dans tel service. Il ne dit pas que c'est lui qui est là-bas. Si vous venez là-bas, on aura vraiment suffisamment de temps. Ici, il y a trop de patients, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, tout le monde est responsable. Il faut qu'on arrive à éduquer les usagers pour leur dire que ce droit, c'est minimum d'accès aux services de santé. Et le droit aux soins, là, c'est un minimum qu'on puisse quand même leur offrir. Il y a un personnel qui est là. Et il faut que ce personnel arrive à jouer son rôle. Et si ce personnel veut bien jouer son rôle, il faut que l'État arrive aussi à jouer sa partition. C'est-à-dire, on arrive à imposer des règles de conduite, des règles... et prendre des sanctions. Et prendre des sanctions, voilà, au besoin contre... Lorsqu'il y a des manquements, lorsqu'il y a des manquements. Par exemple, quand on parle de l'exemption de paiement pour les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans, parfois les populations ne savent pas qu'il y a des textes, il y a une subvention qui est là, et parfois elles se font arnaquer par les agents de santé. Donc si je comprends bien, ce projet c'est pour attester de l'effectivité des politiques de santé. C'est pour l'attester et puis voir si la gratuité des services de santé est une réalité. De certains services de santé, ce n'est pas tous les soins qui sont gratuits. Non, ce n'est pas tous les soins. Alors, expliquez-nous un peu quelle est la pertinence d'un système vocal interactif aujourd'hui. La pertinence de ce serveur vocal interactif, c'est juste pour voir si l'outil est vraiment pertinent. C'est pour tester l'outil d'abord. Nous sommes en phase de test. Donc c'est un projet pilote? C'est un projet pilote. Et nous voulons d'abord tester l'outil et voir si la population va vraiment s'adhérer à ce projet. Et rappelez-nous déjà le numéro vert. Le numéro vert, c'est le 80 0011 73. Alors, expliquez-nous un peu le principe du fonctionnement. Lorsqu'un usager ou un agent de santé appelle à ce numéro, quelles sont les différentes phases et comment est-ce qu'il doit procéder pour laisser son avis sur le serveur vocal? Dès lors que vous appelez, il y a un ordinateur à l'autre bout du fil qui vous répond. Vous échangez avec un ordinateur. Et l'ordinateur vous dit, c'est un ordinateur qui vous parle. Et si vous voulez parler à Moré, tapez 1, français 2, Djoula 3. En fonction de la langue, il y a trois langues pour l'instant, le français, le Djoula et le Moré. Et après, il vous pose il vous dit de laisser votre message.
c'est une question ouverte. Vous laissez votre message et c'est tout en 2 minutes. Il faut aussi rappeler que c'est un numéro vert. Un numéro vert, ça veut dire que c'est gratuit. Ah oui, c'est gratuit. Celui qui appelle ne débourse pas un seul sou. Ah oui. Ce numéro est absolument gratuit. Il n'y a pas de sous à débourser. Il y a un numéro qui est sur la fiche, quand on donne les informations, les 70 45 41 60, qui n'est pas un numéro gratuit. C'est même écrit sur la fiche, numéro non gratuit. C'est-à-dire si vous n'êtes pas satisfait par l'appel sur le serveur vocal, vous pouvez rappeler ce numéro. Et là, on peut échanger. Voilà. Un usager ne peut appeler qu'une seule fois aussi sur le serveur vocal. Non, vous pouvez rappeler autant de fois, puisque vous pouvez être dans un service aujourd'hui, demain on vous transfère dans un autre, ou bien vous pouvez être de garde en tant que personnel de santé dans telle clinique aujourd'hui, demain vous êtes dans une autre clinique. Donc en fonction des situations, vous pouvez appeler. Mais chaque fois que votre message dépasse 2 minutes, ça se coupe, il faut que vous repreniez. Voilà, ça c'est la contrainte technologique. Voilà, et pour revenir sur la pertinence de ce serveur vocal, pour ajouter à ce que Estelle a dit, je pense que nous, on essaie de voir d'abord la pertinence technologique. Est-ce qu'en tant que technologie, ça peut servir à quelque chose? Est-ce que c'est vraiment important? Donc, ensuite, vous êtes en phase d'essai? Non, on est en phase d'essai. D'accord. Voilà. Il y a ensuite la pertinence instrumentale. Est-ce que les outils que nous utilisons, c'est vraiment approprié? Parce qu'on pourrait choisir, par exemple, au lieu que ce soit un ordinateur qui est derrière ce numéro vert, ce soit un individu qui soit assis, qui répond aux questions, qui enregistre. Voilà. On essaie de voir est-ce que c'est pertinent. Et ensuite, la plus grande, ce qui vraiment nous intéresse, c'est l'utilité sociale, la pertinence sociale. Est-ce que socialement, ça sera accepté par la population? Est-ce que ça sera admis par la population? Est-ce que les gens vont accepter de laisser des messages utiles, des messages qui vont servir à orienter les politiques, par exemple, dans les systèmes de santé? Parce que c'est vrai qu'on s'est entendu avec les différents partenaires, l'utilisation des résultats, ça c'est à la fin. On va essayer de voir comment. Nous allons en parler dans quelques instants. Voilà, donc c'est vraiment ça. La pertinence sociale, c'est très important. On l'a dit, pour l'instant, c'est un projet pilote qui ne couvre que la ville de Ouagadougou. Oui, si les informations sont bonnes, 11 secteurs, vous pouvez rapidement nous citer les secteurs qui sont concernés? Nous avons le secteur 3, le secteur 4, 11, 12, 13, 22, 23, 24, secteur 25, 27 et 28. Ce sont les anciens secteurs. Et ça concerne les centres de santé publics seulement? Non, il y a les centres de santé publics, privés, confessionnels, tout est dedans. Parce que généralement, on pense que les problèmes de gouvernance en matière de santé, on les répertorie dans les centres de santé publics, on les répertorie dans le public que dans le privé. Ça, c'est l'impression générale qui se dégage. Mais vous vous intéressez aux deux types de centres de santé. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que le privé aussi fait partie? Parce que là, les gens payent leur argent pour se faire soigner. S'ils ne sont pas satisfaits, demain, ils peuvent se diriger vers une autre clinique, vers un autre centre de santé privé. Mademoiselle Kambiano? Oui, ce que vous dites est vrai, mais n'empêche, même si vous payez votre argent et que demain, vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez tout de moins signaler ce qui ne vous a pas plu au niveau de ce centre de santé privé où vous avez peut-être séjourné. Donc, c'est pour ça qu'on a tenu compte des centres de santé privés aussi. C'est lié. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, peut-être que la gouvernance peut partir du non-respect d'une règle, une petite règle élémentaire à la commission d'une faute très lourde qui aboutit à la mort d'un patient. À la mort d'un patient. Voilà. Donc, je vous ai parlé tantôt du système de recrutement. Les cliniques qui recrutent les patients dans les services publics. Donc, c'est vraiment ainsi que vous allez trouver que les mêmes personnels qui travaillent dans les services de santé publique, c'est les mêmes qui se retrouvent dans les cliniques. Mais parfois, ce ne sont pas les mêmes pratiques. L'agent de santé qui est à Yalagadou Ouedraogo va peut-être demander des sous pour prendre soin en tout cas d'un patient, alors que quand il se retrouve dans la clinique, il fait très attention parce que, bon... Oui, voilà. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous allez m'amener à aller encore plus loin. Parce que vous allez trouver qu'il y a certaines professions aujourd'hui qui n'arrivent pas à se limiter à ce qu'ils font exactement. Donc vous trouvez
à Ouagadougou ici, certainement des cliniques qui ont leur dépôt pharmaceutique. C'est-à-dire qu'ils ont une pharmacie en même temps à l'intérieur et ils vendent. Voilà, les commandes, les circuits de commandes des médicaments et tout ça, on ne peut pas savoir d'où ça provient. Vous pouvez avoir aussi des pharmacies qui ont ouvert une petite clinique à l'intérieur sans que personne ne sache. Et qui offrent des soins, des soins, ils font des prélèvements, ils font des examens, ils font... Voilà, il y a tout cela et le fait que les mêmes problèmes de gouvernance que vous allez rencontrer dans les services de santé publique, vous les rencontrez toujours. C'est vrai que vous allez payer, mais à la limite, est-ce que ce que vous payez là, est-ce que la contrepartie réellement, c'est les soins dont vous bénéficiez? Parce que dans les cliniques, la concurrence, elle est rude. Oui, la concurrence est rude. Alors que dans le public, bon, il y a un laisser-aller parfois. Et quand on parle de gouvernance, il faut voir toutes ces histoires d'abus, les abus, les pratiques de corruption et tout ça. Donc il faut mettre tout cela dedans. Voilà. Quand par exemple, il y a une tarification, il y a une réglementation sur la tarification nationale par exemple des médicaments et tout ça. Il y a une tarification sur les soins médicaux et tout ça. Et c'est vrai que les cliniques ont une certaine liberté, mais nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous disons souvent que l'État, par exemple, doit quand même arriver à réglementer ce secteur, à imposer des pratiques uniformes que les gens arrivent à respecter et qu'on arrive vraiment à contribuer à l'amélioration des services de santé. Par exemple, pourquoi on peut soigner un palu à 500 francs, je prends un exemple comme ça, ou bien à 300 francs dans un CSPS, et quand vous partez à une clinique, vous risquez de débourser peut-être 25 000 francs avant de sortir. Il y a des questions qu'il faut se poser. On va vous faire des examens et tout ça. Mais je pense que c'est dans la perspective qu'un jour, on va se pencher sur toutes ces questions pour voir vraiment ces pratiques, ces abus, ces pratiques illégales, ces pratiques qui ne sont pas conformes. Et on va essayer d'interpeller l'État à un moment que l'État arrive à jouer son rôle régalien, arrive à imposer une certaine réglementation de façon rigoureuse pour que les gens... Voilà. Et c'est là aussi, si l'État veut jouer ce rôle, il va falloir aussi que l'État joue, l'État apporte sa contribution. Parce que le plus gros problème, le plus souvent, c'est quoi? Vous parlez tantôt des problèmes des subventions, des soins, des gratuités et tout ça. L'État n'apporte pas très souvent sa contribution. Pourtant, ce sont des engagements. Ouais, c'est des engagements qui sont officiellement pris. Soit quand l'État veut apporter sa contribution, l'État n'apporte pas à temps. Oui. Donc, les lourdeurs administratives ça laisse des creux, et ça donne des occasions de fraude. Vous allez voir que vous et moi, on part dans un service de santé, peut-être pour les mêmes services gratuits, et vous allez avoir accès très rapidement parce que vous connaissez Estelle qui est du système. Elle va vous introduire rapidement. Mais moi, on va venir me dire qu'il y a rupture. C'est ça aussi l'Afrique. Hein? Voilà. On va venir me dire que... personne interposée. Je ne pense pas que c'est l'Afrique. De façon générale, ce sont des pratiques courantes. C'est des pratiques courantes. Il faut qu'on arrive à... Les problèmes de santé, on ne doit pas s'amuser avec ça. Donc, il faut que vous et moi, on arrive à avoir accès aux mêmes services, au même moment, dans le cadre de nos besoins vraiment respectifs. Voilà. Et mademoiselle Estelle Tchombiano, le numéro vert, c'est le 80 0011 73. Quelles sont les garanties, les assurances que vous donnez aux usagers, aux agents de santé, que, en tout cas, l'anonymat, là, c'est une règle d'or avec laquelle vous ne badinez pas, vous n'allez pas vous amuser avec? Ok. Est-ce qu'il y a des garanties que vous donnez aux populations? Nous respectons l'anonymat. Dès que vous appelez, votre identité n'est pas véhiculée. Donc, si c'est sur ce point, la population lorsqu'on mène une enquête, par votre voix simplement, on peut savoir que c'est Estelle Tchombiano qui parle. Donc, du coup, si un agent de santé dénonce, en tout cas, une malgouvernance dans son service, si on remonte... Monsieur Sanon, oui, vous pouvez réagir par rapport à ça? Cette question est hautement professionnelle. Oui. Et donc, nous qui avons été à l'écriture du protocole, donc je pense que je suis très bien placé pour répondre à la question. D'abord, pour garantir l'anonymat des appelants, il faut d'abord les rassurer qu'on a reçu l'autorisation du comité d'éthique. C'est la première instance qui autorise une recherche au niveau du Burkina Faso. C'est-à-dire que le comité d'éthique a reçu votre projet, a examiné et a jugé de la fiabilité. Jugé de la fiabilité. D'accord. Et dans ce protocole, il y a toute une partie qui porte sur l'éthique, la confidentialité, l'anonymat. Comment nous allons travailler pour faire respecter l'anonymat, la confidentialité. Et nous, dans notre plateforme technologique,
le système n'enregistre pas les numéros des gens. Ça n'enregistre pas les numéros, donc tu appelles, après, on n'a pas ton numéro, on a seulement une information. Et ensuite, tous ceux qui travaillent dans ce projet sont tenus à cette confidentialité, à cet anonymat. Donc, aucunement... Ils ne sont pas assermentés, mais bon, non, c'est un engagement. C'est un engagement, oui. Aucunement, une information ne doit sortir de... C'est-à-dire, ceux qui traitent les informations. Aucune information ne doit sortir pour aller se retrouver à l'extérieur, en dehors des acteurs qui sont concernés par le projet. Si c'est fait, c'est une faute vraiment grave. Et le comité d'éthique, en principe, nous suit. Il suit tout le processus de mise en œuvre. Voilà, si il y a un problème, les gens peuvent les interpeller pour... Donc nous essayons de conserver, vous ne donnez pas votre nom, on ne demande pas votre nom. Dès que vous appelez, on ne demande pas votre nom. Mais peut-être qu'on va demander le centre de santé où... Non, même ça, ce n'est pas précisé. Ce n'est pas précisé. Ce n'est pas précisé, c'est à vous. Voilà, et c'est à vous, si vous voulez, vous pouvez vous identifier. Et il y a les mails qui est là, où vous pouvez envoyer, ou bien vous pouvez appeler l'autre numéro. Si vous voulez vraiment qu'on discute de façon vraiment vive. Et même là, on ne va jamais révéler votre identité à qui que ce soit. Voilà, ça c'est le comité d'éthique. Et personne ne peut venir nous contraindre parce qu'on a commencé par l'ARCEP pour avoir les numéros verts. Ça c'est déjà, pour avoir ces numéros verts, c'est déjà une très haute étape. Et ensuite, il y a les téléphonies mobiles qui respectent aussi la confidentialité. Ils sont soumis à une réglementation très rigoureuse. Et ensuite, le comité d'éthique, c'est la plus haute instance, le ministère de la Santé, la direction régionale de la Santé. Je pense que c'est des étapes quand même très nécessaires pour assurer les gens que quand ils appellent, ce n'est pas aucunement une information ne peut se retrouver en dehors après l'appel. Oui. Voilà, après la collecte des données, comment se fait le dépouillement? C'est aussi des agents. De façon simple, quoi? Non, la machine, il y a la plateforme technique qui génère automatiquement certaines données, les données quantitatives. Voilà. Et peut-être maintenant, nous, on essaie de voir comment on peut faire des recoupements de l'information. Par rapport à nos besoins d'analyse, on essaie de faire des recoupements. Donc l'aspect qualitatif, c'est là où vous intervenez? Nous intervenons dans l'aspect qualitatif pour vraiment analyser et puis voir les recommandations. Dans les données quantitatives recueilles, il y a quelques marges d'erreur qui peuvent... Oui, il y a des marges d'erreur comme... Mais c'est très minime? Très réduit. C'est très réduit. Parce qu'il y a les appels qui peuvent provenir d'autres zones qui ne sont pas de notre zone d'intervention et tout ça. Donc, bon, ça, ces appels, quand on arrive à les décanter, on les met vraiment de côté. Mais dans les messages que nous passons, nous disons d'appeler ce numéro, 80 00 11 73, et d'appeler utile. Appeler utile, ça veut dire quoi? Et pas appeler pour juste emmerder. Quand on appelle, c'est pour laisser un message. Et le message, ça doit être utile pour améliorer la gouvernance en matière de santé au Burkina Faso. Vraiment notre souci majeur. Et mademoiselle Esther Kiombiano, en matière de communication, quelles sont les actions que vous avez envisagées jusque-là et est-ce que le public est réceptif? Okay. En matière de communication, je ne vais pas revenir sur les différentes étapes que nous avons eues. On a eu les différentes autorisations avec les différents ministères. Oui, et après ça, on a formé des agents de terrain qui sont sortis dans toute la ville de Ouagadougou et qui ont ventilé ces flyers que vous voyez là dans tous les points de Ouagadougou, surtout dans les secteurs concernés. Et aussi, on a procédé à l'affichage de ces affiches-là au niveau des centres de santé également concernés. Et après ça, maintenant, jusque-là, on a au moins enregistré 5000 appels. Je peux 5000 appels, il faut signaler que le projet a débuté en février. Et au 5 juin passé, voilà. 5000 appels. C'est satisfaisant pour vous? C'est satisfaisant. Mais nous incitons toujours la population à participer. D'accord. La dernière question, je la pose à M. Sanon. L'émission est presque terminée. Oui. Quelles sont les perspectives par rapport à ce projet-là? Bon, c'est la première phase. Oui, c'est la première phase. Oui. Il y aura une deuxième phase. Et la deuxième phase sera en fonction des résultats que nous allons obtenir. Pour la première phase, nous sommes en train de faire l'évaluation. Et là également, on a déjà obtenu toutes les autorisations. Et les données, lorsque les résultats de vos travaux, vous les transmettez à qui? Vous les remettez à qui? Voilà, c'est pourquoi l'organisation de la société civile fait partie du groupe. Donc à la fin, nous allons faire une grosse concertation avec tous les acteurs, ministère de la Santé, les secteurs stratégiques qui peuvent vraiment intervenir dans le cadre de la gouvernance et tout ça. Nous allons faire des concertations pour voir comment il faudrait utiliser ces résultats dans le cadre de l'amélioration. Si la plateforme est pertinente, si le ministère trouve que c'est un instrument
qui peut bien utiliser. Je pense que l'inspection générale de la santé est déjà très bien informée sur la question. S'ils pensent que c'est un instrument qu'ils peuvent utiliser, nous, on n'a pas de soucis. Vous êtes prêts à céder? Oui, on est prêts. C'est une technologie, on met à la disposition du ministère. Et nous, en tant qu'organisation de la société civile, on va utiliser ces résultats-là pour les plaidoyer. Voilà, pour les plaidoyer, on va élaborer un plan d'action et on va essayer de vraiment bousculer les différents acteurs pour que chacun arrive à jouer vraiment sa partition dans le cadre de la recherche de la gouvernance en santé au Burkina. Voilà, cette émission est terminée. Merci à M. Patrice Sanon, qui est le secrétaire exécutif de OTSAD, Organisation pour le droit à la santé et au développement, et mademoiselle Estelle Tchombiano, qui est chargée de communication de cette même organisation. Voilà donc une possibilité qui est offerte par les technologies de l'information et de la communication pour améliorer la gouvernance dans le secteur de la santé. Vous qui êtes dans la zone d'intervention de ce projet pilote, vous pouvez appeler le numéro vert, le 80, le 00, le 11, le 73 pour donner votre avis, pour dire ce que vous avez constaté de bien ou de mal dans le fonctionnement d'un service de santé. Et il ne s'agit pas là de dire que tout est forcément mauvais. Lorsque vous constatez aussi de bonnes choses, vous pouvez le faire savoir. Voilà, merci à mes deux invités et à la prochaine pour un autre numéro de votre émission à la découverte du monde associatif sur Impact TV.